Merci à la faculté de droit d'Orléans, aux organisateurs du colloque et à M. Blanco pour l'honneur qu'ils me font en m'invitant à parler de l'office du juge et de la distinction des contentieux. Alors, j'ai envie de vous dire plein de choses, beaucoup trop de choses, et le président de séance, à juste titre, ne me le permettrait pas. Et par conséquent, pour faire bref, je vais aller à ma conclusion. Ce que je voudrais vous montrer, comme vous l'aviez pressenti d'ailleurs, c'est que la distinction classique des contentieux entre les quatre branches que nous connaissons tous doit disparaître au profit d'une autre cartographie des pouvoirs du juge. Et elle doit disparaître, cette distinction, parce qu'elle a perdu ses fonctions structurantes et explicatives de l'office du juge. Je pourrais presque m'en tenir là, mais il faut tout de même que je justifie l'honneur sus-évoqué. Donc voilà une esquisse d'introduction aux deux, trois mots. D'abord, je ne parlerai pas d'injonction. Je considère que l'injonction, dans le propos qui est le mien, a été, avec la loi de 95, le ver qui a commencé à ronger le fruit de la vieille distinction des contentieux. Ou si vous préférez, le premier coup de pied dans une fourmilière qui commençait à vieillir. Parce que d'autres coups de pied ont suivi, je veux dire, d'autres pouvoirs qui sont venus enrichir l'office du juge. Alors de manière volontairement désordonnée, encore que chronologique, j'en cite quelques-uns que vous connaissez tous. D'abord, évidemment, on l'a évoqué, les pouvoirs de référé, les pouvoirs d'urgence, la loi de 2000. Le pouvoir d'homologuer une transaction, l'avis de 2002, syndicat intercommunal, celui de différer les effets d'une annulation, AC, 2004. Et puis, le festival de l'office du juge contractuel, Tropique, Béziers 1, Béziers 2, Tarn-et-Garonne, etc. Ce renouvellement, cette hypertrophie de l'office du juge ne peut pas être sans conséquence, tout le monde l'a dit, sur la distinction classique des contentieux. Et la question que je me suis posée lorsque vous m'avez demandé de réfléchir à ce sujet est donc la suivante. La distinction des contentieux est-elle soluble dans le nouvel office du juge? Et là, il y a un paradoxe qui dessinera d'ailleurs les deux parties très inégales de l'exposé oral. À cette question, la distinction des contentieux est-elle soluble dans l'office du juge? Le Conseil d'État, jusqu'à présent, répond très clairement non. Et comme ma conclusion l'a annoncé, j'essaie de répondre très clairement oui, mais qui suis-je pour dire oui, là où le Conseil d'État dit non. Tant pis. L'office du juge, c'est mon premier point, est structuré par la distinction des contentieux et le reste. Je vais aller très vite parce que tout le monde connaît cette situation. Historiquement, la distinction des contentieux est une théorie de l'office du juge. C'est extrêmement clair tout au long de l'histoire. La distinction des contentieux, c'est une classification des pouvoirs du juge. C'est l'office principal, l'utilité principale, pardon, de la distinction des contentieux. Déterminer les pouvoirs du juge selon les quatre catégories que nous savons et accessoirement les prétentions du requérant. Ça tient tout au long du XXe siècle. Cette distinction classique du contentieux souffre. Elle connaît les exceptions très connues, Lafage, 1912, ça commence tôt. Elle connaît des aménagements, l'acte détachable. Elle connaît des glissements, mais elle tient. Elle tient parce qu'elle
elle est vraiment historiquement et presque indissolublement liée à l'époque au pouvoir du juge. Elle est critiquée très tôt, y compris par des membres du Conseil d'État. Je pense au fameux article d'Elbronner en 1953. Elle est critiquée par la doctrine la plus moderne. Je pense, Monsieur le Président, à ce que vous écrivez avec Mathias Guillomard dans la 3e édition de votre contentieux administratif d'Alloz au numéro 316. Vous voyez que j'ai de bonnes lectures. Je cite: « L'exposé de la distinction des contentieux révèle la diversité des recours pourtant peu nombreux ouverts aux justiciables devant les juridictions administratives. » Et vous poursuivez: « Leur regroupement en catégories homogènes, souhaitable dans un but pédagogique, est impossible. » Donc cette distinction, elle est critiquée, mais elle a tenu. Tient-elle encore aujourd'hui? Tient-elle encore aujourd'hui, après l'injonction, après tous ces pouvoirs nouveaux que j'ai évoqués dans l'introduction? Eh bien, oui, et c'est assez singulier. Oui, avec des changements considérables. Au Palais Royal, chez le législateur aussi, la mode, à l'évidence, est en faveur de la pleine juridiction. Il y a de très nombreuses raisons à cela, et de bonnes raisons, que je n'ai pas le temps d'évoquer. Mais nous sommes entre spécialistes. Nous savons tous que d'arrêts très connus, comme l'arrêt Atome en 2009, à des arrêts peut-être moins spectaculaires, mais pas moins significatifs, sur les arrêtés de péril en 2009, sur les décisions opposant la prescription quadriennale en 2012, sur la détermination des droits d'une personne à l'allocation de RMI 2012, etc. Nous savons tous qu'à l'heure actuelle, il y a un important glissement au sein de l'office du juge en faveur de l'office de plein contentieux. Et naturellement, Tarn-et-Garonne en est une illustration nouvelle. Apparemment, Monsieur le Président, vous n'êtes pas le seul à ne pas aimer le recours pour excès de pouvoir à l'heure actuelle au sein de la juridiction administrative. Oui, mais cette évolution, ce redécoupage des catégories, se fait au sein de la vieille distinction. Et la jurisprudence du Conseil d'État est sur ce point très clair, qui réaffirme que c'est le juge de plein contentieux qui. J'ai l'impression, n'ayant pas de confidence, si j'en avais, je ne pourrais pas vous délivrer. J'ai l'impression que la question s'est posée au sein du Palais Royal. Certaines conclusions de rapporteurs publics, notamment en matière contractuelle, m'en donnent plus que l'impression que la question s'est posée de savoir, on la garde pas, cette distinction. Mais qu'il y a une politique, un véritable choix politique du juge administratif suprême de la garder. Il a eu tort. Et j'aborde la deuxième partie, la dissolution souhaitable des contentieux dans l'office du juge. Là, évidemment, je n'ai aucune autorité pour m'exprimer que la mienne propre, qui est donc très faible, mais je vous livre un sentiment personnel. Je pense que la distinction est désormais obsolète, je le disais, parce qu'elle n'explique plus bien les pouvoirs du juge et parce qu'elle ne structure plus bien l'office du juge. Encore faut-il savoir par quoi la remplacer. Premier point, la distinction des contentieux n'explique plus l'office du juge. Alors je vais passer très vite sur un certain nombre de raisons. La première, elle est tellement connue, puis on l'a beaucoup évoquée, que je me borne à la citer. Les contentieux récents et le contentieux de l'injonction, notamment, Madame Perrin l'a encore dit il y a un instant, le contentieux de l'urgence et d'autres, ne s'inscrivent plus en réalité dans la distinction excès de pouvoir, plein contentieux, a fortiori interprétation, répression.
On peut y arriver en tirant, en poussant, etc. Ça ne marche pas. Deuxième raison, il n'est plus vrai, ou en tout cas plus aussi vrai, à mon avis, que naguère, que le contentieux de l'excès de pouvoir ne serait qu'un contentieux de la légalité et le plein contentieux qu'un contentieux des droits. En réalité, ça serait largement mélangé. Le contentieux de l'excès de pouvoir est aussi un contentieux des droits. Quant au plein contentieux, il est évidemment un contentieux de la légalité. De la même manière, la vieille opposition n'est plus aussi vraie que naguère entre un plein contentieux qui serait subjectif, alors qu'il y a maintenant tout le plein contentieux objectif, et un contentieux de l'excès de pouvoir qui ne serait qu'objectif, alors qu'il se subjectivise. Et il va se subjectiviser, ce contentieux de l'excès de pouvoir, davantage, à mes yeux, si d'une part, la confiance légitime cesse d'être confinée au champ d'application du droit de l'Union pour être applicable à tout le droit administratif, d'autre part, si le rescrit est généralisé, comme la loi du 20 décembre dernier habilite le gouvernement à le faire. Troisième raison qui fait que, à mon avis, la distinction des contentieux est obsolète, elle est peut-être moins souvent observée que les deux précédentes. Elle est peut-être trop personnelle, c'est un sentiment que j'ai. Ce sentiment est que l'extension de la liberté du juge pour exercer ses pouvoirs, l'extension du pouvoir discrétionnaire qu'il se reconnaît lui-même, cette extension est résolument transbranche. Elle n'est pas confinée dans une branche de contentieux ou une autre. Deux exemples, que je n'ai pas le temps de développer, sinon par écrit. L'usage de la sécurité juridique. L'usage de la sécurité juridique est un moyen pour le juge de se donner de la liberté à lui-même en même temps que de procurer de la sécurité juridique aux usagers. C'est vrai dans tous les contentieux. L'intérêt général, l'usage de l'intérêt général, et une sorte d'équivalent de la jurisprudence du bilan. Rappelez-vous, la jurisprudence du bilan n'est alors vraiment comme l'apanage du juge de l'excès de pouvoir, Ville-Nouvelle-Est, contrôle étendu. Mais regardez les décisions en matière de contentieux contractuel que nous connaissons tous. C'est, sans employer le mot jurisprudence du bilan, un bilan que le juge du plein contentieux contractuel nous invite, ou plutôt s'invite lui-même. Je les ai tous cités, mais relevés, mais je ne cite que... c'est lequel celui-là? Ça doit être Béziers 2. Il revient au juge saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, soit de prononcer le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat. Et vous avez ça dans tous les autres. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une forme de bilan, et même un véritable bilan? Eh bien, ce bilan autour de l'intérêt général est à mes yeux devenu ce que j'appelle une technique transbranche du contentieux. Dans le même esprit, dernière raison, les techniques du juge elles-mêmes dépendent de moins en moins de la branche du contentieux dans laquelle il les utilise. Il y a des phénomènes de capillarité très intéressants à observer d'une branche de contentieux à l'autre en ce qui concerne les techniques de jugement. Je vais prendre un exemple que vous avez commenté à la JDA tout récemment, la décision du Conseil d'État du 4 décembre 2013, Association France Nature Environnement, sur ce pouvoir que le juge, statuant en excès de pouvoir, se donne de rectifier l'interprétation d'un règlement atteint d'erreurs matérielles et de rendre son interprétation opposable en prescrivant la publication de sa décision au journal officiel. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du plein contentieux, de la pleine juridiction? Même chose avec une autre décision toute récente du Conseil d'État du 22 septembre 2014, Sietom de la région de Tournan-en-Brie,
là aussi tout récemment publiée à la date de la JDA, dans laquelle il est jugé, écoutez bien, il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier à la date de la délivrance de l'autorisation, donc comme en excès de pouvoir, en s'inspirant de la jurisprudence d'Antony, comme en excès de pouvoir, le respect des règles de procédure de délivrance d'une autorisation des établissements classés, et en se plaçant à la date de sa décision, celle du juge, la régularisation des irrégularités. Fertilisation croisée, capillarité. Ça ne marche plus. Alors, par quoi le remplacer? Vous m'avez donné 2 minutes. Sinon, je ne veux pas me taire. Non, non, non. Le remplacer, je suggère de le remplacer par une nouvelle cartographie des pouvoirs du juge. Quelque chose de très simple, mais qui ferait disparaître l'écran qu'est devenu la distinction des contentieux entre la requête et l'office du juge. Et il suffirait finalement de considérer que le juge a, alors je n'invente rien, c'est une description, un pouvoir d'annulation ou de résiliation, un pouvoir d'évocation, de réformation ou de substitution, un pouvoir de suspension, un pouvoir d'interprétation et d'appréciation de l'égalité, un pouvoir de sanction, un pouvoir de condamner à verser une somme d'argent, un pouvoir d'homologation, un pouvoir d'injonction. Et que de ces 8 pouvoirs, il use dans chaque type de requête, ou dans chaque hypothèse, en fonction de ce qui lui paraît opportun pour obtenir une solution conforme à la bonne administration de la justice et à l'équité. Il ne serait pas très difficile. Et ce ne serait pas une révolution. Je n'en propose aucune. Ce serait qu'une évolution pédagogique. Il ne serait pas difficile, je crois, de dresser un tableau des requêtes, un peu comme en droit romain ou comme dans un certain nombre d'États étrangers. Tel type de requête, alors, ministère d'avocat, pas ministère d'avocat, urgence, pas urgence, tel pouvoir du juge. C'est, pour n'être pas trop long, ce que je propose, encore une fois, simplement du point de vue qui est le mien, celui du pédagogue, pour expliquer de manière peut-être plus claire et plus efficace l'office du juge. Je ne me permettrai pas de suggérer de modifier celui-ci. Dans un article récent à la JDA, le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, parlait du corridor de Vasari. Un corridor de Vasari au Palais Royal, avec comme sous-titre « Autoportrait du juge en son office ». Il me semble que la distinction des contentieux est devenue une mauvaise boussole pour se guider dans ce corridor de Vasari et qu'il faut désormais avoir une nouvelle carte, celle des pouvoirs du juge, pour s'y retrouver.